Bonsoir à tous. Éclairage sur les États-Unis après la décision le 24 juin de la Cour suprême mettant fin à l'arrêt Roe vs Wade de 1973 qui garantissait la liberté d'avorter dans tout le pays. Elle a renvoyé aux États le pouvoir de légiférer. Alors en quelques heures, une nouvelle carte juridique s'est dessinée entre États favorables à l'avortement et États l'interdisant. La conférence épiscopale américaine s'est, elle, réjouie d'un jour historique. Décryptage dans un instant avec notre invité Jean Duchesne, observateur de la société américaine. Mais on commence par quelques repères. Les États-Unis sont bordés au nord par le Canada et au sud par le Mexique. C'est un État fédéral composé de 50 États avec l'Alaska et les îles Hawaï, auxquels s'ajoute le district fédéral de Columbia et les territoires de Porto Rico, Wake et Guam. Sa population se situe autour de 329 millions d'habitants. Côté religion, les États-Unis restent majoritairement chrétiens. Les protestants représentent environ 40%. Les catholiques restent assez stables, 21%. En revanche, le nombre des sans religion, les nones, augmente, atteignant aujourd'hui autour de 29%. Les juifs se situent à 2,1%, les mormons 1,8% et les musulmans 0,6%. Tout de suite, je retrouve mon invité. Jean Duchesne, merci de nous retrouver à nouveau pour commenter avec vous cette actualité américaine, actualité historique. Alors vous observez, vous, ce qui se passe aux États-Unis depuis bien longtemps. Vous êtes professeur émérite de littérature et de civilisation américaine. Alors cette décision, on va y revenir par une première question. Elle était attendue. Il y avait des spéculations. Il y a eu une fuite d'un document en mai dans Politico. Sur le fait que la Cour suprême allait statuer sur l'avortement. Malgré tout, ça a quand même créé une onde de choc. Oui, parce que c'est un sujet qui est passionnel. Ça met en cause deux absolus qui s'affrontent. Il y a d'une part l'absolu des libertés individuelles, y compris pour les femmes, la liberté de disposer de leur corps et donc de disposer du fœtus si elles ne désirent pas donner naissance alors qu'elles se retrouvent enceintes. Et puis, en face de cela, il y a l'absolu aussi du respect de la vie. Parce que la loi sert d'abord, et entre autres choses au moins, à protéger la vie. Alors, la décision de 1973 était une décision, en fait, d'approximation et de compromis. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en 1973, de plus en plus de femmes avortaient. Et la question se posait de savoir, est-ce que c'était légal ou pas ? À ce moment-là, la Cour suprême a donc regardé, il y a eu des contestations devant les tribunaux, ça a fini par remonter à la Cour suprême. La Cour suprême a regardé la référence ultime aux États-Unis, qui est la Constitution. Or, que dit la Constitution au sujet de l'avortement ? Rien. C'est un problème qui a totalement échappé aux pères fondateurs. Alors bien sûr, il y avait un tas de naissances illégitimes. À l'époque, il y avait aussi des avortements. Mais disons que d'une part, les familles étaient moins cellulaires que maintenant. Et donc, on pouvait absorber les bâtards. Puis, d'autre part, la mortalité infantile finissait de régler assez tristement le problème. Et là, il y avait de plus en plus de femmes qui, si ce n'était pas permis, risquaient d'avorter dans des conditions difficiles, dangereuses pour leur santé. Et donc, il y avait comment faire, résoudre le dilemme de protéger à la fois la vie des femmes et la vie des enfants à naître. Alors, ne sachant pas trop, parce qu'il n'y avait pas de précédent, la Cour suprême, en 1973, a trouvé une cote mal taillée, en disant, voilà, l'avortement est acceptable tant que le fœtus n'est pas viable. Mais le problème, c'est de savoir, à partir de quand le fœtus est-il viable ? Alors, à l'époque, c'était entre 24 et 28 semaines. Aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, ça a beaucoup baissé. Mais ça donnait lieu aussi, comme il n'y avait pas de date précisée, de durée précisée, ça donnait lieu à des contestations, à des procès. En tout cas, ce qu'il faut dire, ce qui est important à savoir, c'est qu'il est sans doute abusif de dire qu'il y avait un droit constitutionnel à l'avortement. Il y avait simplement le fait que la Cour suprême avait déclaré que la Constitution ne s'y opposait pas puisqu'elle ne disait rien. Voilà, d'accord. Et que par conséquent, il fallait à la fois protéger la vie des femmes qui risquaient leur vie dans le cas d'un avortement et aussi la vie des enfants à naître. Mais évidemment, personne n'était satisfait. D'où la nécessité de
revoir cet arrêt de 1973. Et c'est ce qu'a fait la Cour suprême en disant que leurs prédécesseurs n'avaient pas de compétences réelles pour décider à partir de quand un fœtus est viable. Alors on va en venir justement au bouleversement que connaissent les États-Unis depuis quelques jours sur le plan législation avortement. Voyons dans quelles circonstances cet arrêt avait été adopté en 1973. On écoute les propos d'Alexandra de Sanctis, écrivain et journaliste pro-life. So in 1973, most states in the U.S. Protected unborn children from abortion almost throughout pregnancy. But we hadn't really had much of a debate over what our abortion laws should be. And so what happened was a case came before the Supreme Court, and the justices, many of the justices on the Supreme Court, said to themselves it would be a good thing for the U.S. if we just settled the question and legalized abortion and kind of prevented this controversial debate from taking place. And so they essentially took the issue out of the hands of the American people before there was ever any big abortion debate. Abortion wasn't especially common. It did happen, but it certainly wasn't as common as it is today. And that's all because of what the court did in 1973. Alexandra de Sanctis parle d'un débat finalement quelque part qui n'a jamais eu lieu parmi les Américains sur ce sujet, que c'est la Cour qui a tranché sans tenir compte de cette opinion américaine, c'est le cas ? C'est-à-dire que nous avons été surpris en France de voir que c'était une question qui était tranchée non pas par le Parlement, ni par les politiques, mais par un tribunal. En tribunal, l'instance suprême aux États-Unis, à savoir la Cour suprême. Alors que chez nous, la question a été réglée par un vote au Parlement l'année suivante, en 1974. En fait, ce qu'a fait la Cour suprême en disant que cet arrêté n'était pas fondé, en quelque sorte, juridiquement, il n'a fait que renvoyer la question au niveau du politique. Si bien que maintenant, le problème est de savoir quelles législations vont adopter les États. Et là, évidemment, cela dépend des élus locaux. Et donc, on va avoir dans chaque État des campagnes, des débats, avant les élections pour élire ou non des candidats favorables ou défavorables à l'avortement. Donc, c'est d'une certaine manière le juridique qui reconnaît son incompétence et qui renvoie la question au politique. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il ne semble pas que le politique ait les moyens de régler ce problème, puisque le pays est divisé pratiquement en deux. Il faut savoir que, quand même, en gros, les sondages montrent qu'environ 2 Américains sur 3 ne sont pas hostiles à l'avortement jusqu'au 3e mois, c'est-à-dire jusqu'à ce que reste à peu près supportable, que ce ne va pas vraiment un être visiblement humain que l'on élimine. Et pourtant, politiquement, ça se joue à très peu. Pourquoi ? Parce que le système électoral est tel qu'il favorise, disons, les éléments conservateurs. Alors, un très bon exemple de ce phénomène, c'est l'élection de M. Trump en 2016. M. Trump a eu 2 millions de voix de moins que Mme Clinton dans le suffrage populaire. Et néanmoins, avec le système des élections État par État, c'est lui qui a été élu, parce qu'il a remporté davantage d'États par une petite marge qui était donc beaucoup mieux représentée. C'est un petit peu la même chose au niveau des élections législatives et aussi des élections sénatoriales, où les petits États qui sont généralement plus conservateurs, plus ruraux, moins urbanisés, moins libéraux, ont le même nombre de sénateurs que les gros États, très urbanisés, avec plus d'intellectuels et de gens aisés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, pour être libéral, il faut en avoir les moyens. Alors que les gens de conditions modestes tendent à être plutôt, disons, conservateurs. Plus conservateurs. Vous parliez d'environ 2 Américains sur 3. On va regarder justement ces chiffres d'après un sondage du Pew Research Center sur l'opinion divisée des Américains sur l'avortement. 61% des Américains qui considèrent que l'avortement doit rester légal dans tout ou la plupart des cas. Et alors, il y a aussi un découpage intéressant au niveau religieux, puisque 56% des catholiques y sont favorables à l'avortement. Donc, on voit bien qu'il y a un clivage aussi chez les catholiques. En revanche, 45% des protestants y sont favorables. Donc là, on est en dessous de la majorité. Et il y a les sans religion, les fameux nones, où là, le chiffre est très, très, très élevé.
le nombre, 84%, qui y sont favorables. Donc il y a quand même aussi, on va dire, des nuances religieuses qui interviennent, mais enfin qui n'interviennent pas à 100% non plus. Oui, alors ce sondage mérite quelques commentaires. Oui, dites-nous. Quelques explications. D'abord, il n'est pas étonnant, le pourcentage de catholiques qui considèrent que l'avortement est tolérable, au moins au début, qu'on ne peut pas l'interdire systématiquement, correspond à peu près aux attitudes des catholiques pratiquants vis-à-vis de la question de la contraception. Donc, d'accord, le clivage aussi l'enseignement de l'Église, les restrictions imposées ne sont pas observées, ne sont pas suivies, ne sont pas respectées, mais de manière pratique, pas sans objection théorique. Au niveau des protestants, alors, il faut bien voir que les protestants sont très divers. Alors, il faut bien distinguer entre les protestants dits évangéliques, il y a des églises surtout dans le sud, surtout des églises nouvelles, très enthousiastes, et théologiquement, catéchiquement, moralement, très conservatrices. Donc, qui sont les évangéliques, donc, pour le coup, les plus opposés. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'arrêté de 73 a permis d'ailleurs un rapprochement dans les combats politiques entre les catholiques conservateurs et les évangéliques. Qui se retrouvaient sur ce front-là ensemble pour de défense s'opposer à l'avortement. Oui. Et puis évidemment, le nombre des sans-religion. Donc, plus de la moitié des protestants aujourd'hui sont des protestants évangéliques. Mais ce chiffre de 45% chez les protestants montre que même tous les évangéliques ne sont pas hostiles à l'avortement. D'accord. Donc, quant au nombre des sans-religion, effectivement, c'est près de 20% maintenant. Près d'un Américain sur 5. C'est un chiffre, c'est parmi les catégories les plus jeunes que le chiffre est le plus élevé. Et là, on peut dire que les États-Unis suivent depuis une bonne décennie maintenant la même évolution que l'Europe. Voilà. C'est un cas où, culturellement, au moins au niveau de la sécularisation, l'Europe aura été en avance sur les États-Unis. Et ils nous suivent avec quelques décennies de... Là, c'est eux qui nous suivent et pas l'inverse. Voilà, exactement. On va revenir sur cette décision du 24 juin. Sur quel fondement elle a été prise? Est-ce qu'on n'est que sur un critère juridique? Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu? On sait qu'il y a la coloration des juges aussi. C'était des critères purement juridiques. Vous avez deux écoles d'interprétation de la Constitution. Vous avez d'une part ceux qui considèrent quelles étaient les intentions, qui cherchent à savoir quelles étaient les intentions, l'état d'esprit de ceux qui l'ont rédigé. Alors, dans ce type de raisonnement, comme c'était plutôt des libéraux, s'ils étaient là aujourd'hui, ils seraient pour la légalisation de l'avortement. Et puis il y a ceux qui disent, non, on ne peut pas conjecturer ce qu'ils auraient fait. Donc restons-en au texte. Alors là, c'est l'argument, l'opinion qui l'a emporté, l'opinion dite originaliste. Là, on dit, puisqu'on ne peut rien dire, donc renvoyons cela aux États, puisque la Constitution fédérale, nationale, ne prévoit rien, que les États se débrouillent, donc que ça se règle au niveau politique. Et vous disiez, pourtant, ça risque d'être compliqué. Bien évidemment, cela ne revient pas à supprimer l'avortement. Il sera supprimé, il ne sera plus possible dans la moitié des États, il restera possible dans l'autre. Les deux camps vont se durcir, puisque les États qui sont favorables à l'avortement prévoient même de subventionner la venue de femmes vivant dans des États où elles ne pourraient pas mettre fin à leur grossesse. Et en même temps, dans les États où on interdit l'avortement, on est décidé à faire un effort pour accueillir, soutenir moralement, mais aussi concrètement, les femmes qui se retrouvent enceintes sans l'avoir souhaité. Et justement, on regarde cette carte qui traduit bien ce clivage, cette fracture. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, on voit très bien que ce qui est le plus à l'ouest, c'est-à-dire la Nouvelle-Angleterre, dans le coin supérieur droit, donc c'est traditionnellement, sont des États traditionnellement plus libéraux, c'est très urbanisé, des gens donc qui ont des moyens, des gens qui sont instruits. Même chose à l'ouest, sur la côte californienne, pour l'État de Washington, l'Oregon et au sud la Californie, tout à fait la Californie. Vous avez au centre alors un groupe d'États qui sont en rouge et orange, qui sont, disons, l'Amérique profonde, celle du Midwest, celle du Sud, où on est quand même beaucoup plus volontiers conservateur. Avec une petite exception pour les États du centre, à savoir, je crois, en plein milieu, le Colorado, en dessous l'Arizona, et à droite, je crois que c'est le Kansas, qui sont des États qui se modernisent, parce qu'ils sont peut-être ceux qui ont le plus bénéficié et investi le plus dans les technologies nouvelles. Donc, c'est une population jeune, donc moins traditionnelle, plus aventureuse, plus libérée, qui donc, évidemment, a une position différente des États
plus ruraux, plus traditionnels, plus classiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est là où il y a une contradiction un peu étonnante, c'est qu'en général, pas systématiquement, mais en général, les mêmes États hostiles à l'avortement sont favorables à la détention et au port en public d'armes à feu. Voilà encore un paradoxe. Alors que chacun sait américain. les sources de danger, de meurtre, Ouais. d'assassinat même que cela peut susciter. Ce qui prouve bien qu'on est là dans un positionnement aussi assez idéologique. Oui, c'est très voilà, idéologique. Voilà. Alors justement, ce retournement de situation concernant l'avortement, qu'est-ce qu'il nous dit sur la société américaine et sur son rapport aux religieux? Élément d'analyse avec Joshua Mitchell, qui est professeur de théorie politique à l'université de Georgetown à Washington. On l'écoute. You know, America is this very strange country which professes not to be religious in its politics, and yet in everything that we do, we're still a Puritan nation. You know, if you look at the poll results, the Pew Charitable poll, for example, indicates that America is less and less religious. I think that's a lie. What's happened is that the American religious sentiment has moved out of the churches. In the churches, you're supposed to work through the problem of sin and transgression, redemption and hope. The churches collapsed after the Vietnam War and probably before. It's identity politics, very briefly, is a deformation of Christianity. In Christianity, we are all sinners, and there's one innocent victim, and that is Christ, who takes away the sins of the world. Identity politics distorts this in horrendous ways. And instead of looking at the relationship between purity and stain in a vertical way between God and man, it looks at it in a horizontal way between one group and another group. It's a profound distortion of Christianity. And my view is America does not get its bearings again until it can realize that this problem of purity and stain can only be worked out religiously, cannot be worked out politically. À quel moment, finalement, la question de l'avortement, elle s'est politisée, même si on entend bien que voilà, y a toujours un prisme religieux, hein? Oui. Oui, parce que, comment dirais-je, il y a plusieurs choses qui, évidemment, il y a d'une part, disons, la sainteté du mariage, hein, donc l'idée de la famille, d'autre part, il y a l'idée du caractère sacré de la vie. Et puis, il y a aussi l'idée qui est très présente que eh bien, ce qui concerne le sexe est lié au péché. Alors, et ceci, je crois, est quelque chose qui est, ça a été très bien dit là, à l'instant, quelque chose qui est fortement incrusté dans beaucoup de mentalités. Avec, je dirais, pour simplifier un petit peu, une insistance davantage sur le péché que sur la miséricorde. Et donc, à mon avis, je suis tout à fait l'opinion de ce professeur de Georgetown, qui est qu'il sera difficile de s'accrocher à l'idée de péché en oubliant la dimension de la miséricorde, qui est ce qui permet de découvrir le péché. Mmh. Alors, la conférence épiscopale américaine, elle a salué la décision du 24 juin. Des évêques américains ont aussi réagi, comme Monseigneur William Lowry, qui est archevêque de Baltimore. C'est également une personnalité de premier plan dans l'épiscopat américain concernant la famille. On l'écoute. I also think it is a moment for us as Catholics, as believers, as people of goodwill, now to redouble our efforts to surround women in difficult pregnancies with love and care and services. So it is both a victory but also a day of challenge. Voilà, à la fois une victoire et un défi, justement. C'est quoi l'enjeu pour l'Église maintenant ? L'Église américaine elle-même est elle-même divisée. Donc elle doit trouver son... Disons, beaucoup d'Américains sont un petit peu réticents, traditionnalistes, disons. Sont assez nombreux parce que si vous voulez, quand le catholicisme est minoritaire, il tend à devenir identitaire et donc à s'accrocher à certaines formes, à certaines particularités. Donc aujourd'hui, le problème est de retrouver précisément, disons, un dynamisme véritablement missionnaire. Ce qui semble aujourd'hui difficile dans une église divisée. Et donc la mission, c'est aussi être présent aux côtés de femmes en détresse. Voilà, alors je crois que les églises font d'ailleurs beaucoup à ce sujet. Je crois qu'il y a une prise...
Roe vs. Wade, l'annulation, l'abrogation de Roe vs. Wade aurait eu ce côté positif d'encourager les catholiques, et pas seulement les catholiques, mais en particulier les catholiques, à faire davantage d'efforts, davantage à l'écoute, davantage aussi à la disposition, et très concrètement, des femmes qui se retrouvent dans une situation difficile parce qu'elles sont enceintes. Mais finalement, la question qui se pose au-delà, c'est quand même la question de savoir comment et pourquoi les femmes se retrouvent enceintes. Autrement dit, quelle culture favorise les problèmes créés par des grossesses non désirées. Le problème, ce n'est pas la grossesse, c'est ce qui a provoqué la grossesse. Merci beaucoup, Jean Duchesne. On va bien sûr continuer à suivre ce qui se passe aux États-Unis. Tout de suite, c'est l'actu des églises. Au Nigeria, samedi 25 juin, le père Vitus Borogo a été assassiné dans l'archidiocèse de Kaduna, au centre du pays. Le lendemain, c'est un autre prêtre, le père Christopher Odia, qui a été tué dans un état du sud, dans le diocèse d'Oshi, une région où les violences envers les chrétiens sont récurrentes, comme nous l'explique le père Eji Lewa, qui est directeur de la communication de ce diocèse. The Catholic Church has been suffering a lot of attacks. In our diocese of Auchi, more than 20 priests have been either kidnapped or attacked on their way to church. So many of our church members have also been kidnapped. So people are living in fear. A lot of people cannot go to the market. People kidnap them on the roads and ask for money. And even in the churches, there's a lot of fear. Le Nigeria et plus largement le continent africain sont au cœur de l'attention de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, qui présentait ce jeudi, lors d'une conférence de presse, son rapport d'activité pour l'année 2021. L'Afrique est le premier continent soutenu par l'AED, ayant reçu 30,7% des dons. Mais l'Ukraine était aussi au centre de ce point presse ce matin. Le père Taras Ovsianik, vicaire de la cathédrale Saint-Volodymyr le Grand à Paris, a raconté comment, sur place en Ukraine, l'Église est aux côtés des Ukrainiens. L'Église prêche le Christ, pas seulement sur la cathédrale, en homélie, mais aussi parmi les gens. Ce n'est pas les actions très grandes, très remarquables pour la population, mais c'est les actions locales envers les gens qui se trouvent en détresse, en difficulté, en stress émotionnel, même aux besoins matériels de distribuer de nourriture de base, de l'eau potable ou d'autres choses. Pour le moment, généralement, il n'y a aucun évêque qui a quitté sa cathédrale, son poste. Il y a très peu de prêtres qui ont dû quitter leur ministère parce que c'était dangereux et impossible d'exercer. Donc ils se déplaçaient pas très loin. Ils ont continué d'être avec leur peuple. J'ajoute que chaque samedi, une collecte de médicaments, besoin crucial pour l'Ukraine, est organisée à la cathédrale Saint-Volodymyr, qui envoie chaque semaine des colis sur place. Et puis, bonne nouvelle pour terminer pour les Congolais et Sud-Soudanais. Le cardinal Parolin en visite en RDC et au Soudan du Sud. Suite au report de son voyage apostolique en Afrique, le pape François a décidé d'envoyer à Kinshasa et à Juba le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège. Sa visite est prévue du 1er au 8 juillet. Voilà, tout de suite, place à notre chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis le Brésil le frère André Luis Tavares, prêtre dominicain à Belo Horizonte. Juillet est le mois de vacances d'hiver au Brésil. Comme il s'agit d'un pays tropical et très étendu, le climat et les températures ne sont pas les mêmes partout. Il fait assez froid dans le sud et le sud-est, mais les températures restent chaudes dans d'autres régions comme le nord et le nord-est. Au cours du mois de juillet, de nombreux religieux, religieuses et prêtres brésiliens prennent généralement quelques jours de congé et font également leur retraite spirituelle. Plusieurs groupes de religieux se réunissent pour prier ensemble sous la direction d'un prédicateur. Au début
de la première semaine de juillet 2022, moi-même, je prêcherai la retraite annuelle des moines bénédictins du centre de São Paulo. Il s'agit d'une communauté monastique vénérable située au plein cœur de la capitale financière du Brésil. Ce sont des moines qui, par leur seule présence, accueillent et pacifient l'une des régions les plus complexes du Brésil. Peu après, ce sera mon tour de faire ma retraite personnelle, un peu plus loin du centre de São Paulo, au monastère Notre-Dame de la Paix, Nossa Senhora da Paz, au milieu de la Serra do Mar, pas loin de la mer. J'y rencontrerai certainement de nombreuses personnes également en quête de paix, faisant une pause spirituelle en ce mois de vacances scolaires. À vous tous, amis d'Europe, bel été. Merci frère pour toutes vos chroniques cette année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir.